L'embarras de Sarah, la honte d'Edmond, la colère de Bérengère, livre 8 de Suzy Morgenstern. L'embarras de Sarah. Embarras, nom masculin, situation difficile. Paul n'est pas vraiment méchant, seulement farceur. En fait, il accomplit tout ce que les autres aimeraient faire mais n'osent pas. Ses idées ont même de la poésie. Un jour, pendant la récré, il a vidé le sac à dos du maître et l'a rempli d'une pile de toutes les couleurs. Le maître, en cherchant son livre de français à l'intérieur, a fait tomber les billes en cascade dans toutes les directions et il lui a fallu 10 minutes pour les ramasser. Le maître n'a pas fait un drame ce jour-là. Les autres jours avant, le cours d'informatique, Paul a mis du papier collant sur la souris de l'ordinateur et quand le maître a voulu le déplacer, la souris est restée collée sur la place. Il a mis longtemps avant de découvrir l'origine de la panne et il a eu du mal à rester patient. Aujourd'hui, Paul est arrivé plus tôt à l'école et a réussi à monter dans la salle de classe. Son oncle, un chimiste, lui a donné un peu de liquide qui fait dormir. Il le répand sur le bureau du maître, entre les livres et les cahiers, puis il ressort dans la cour. En plein milieu de la lecture d'un livre à faire dormir les plus éveillés, plank. La tête du maître tombe sur le bureau, puis il se met à ronfler très fort. Paul se dirige alors vers lui et, avec un feutre noir, dessine une moustache sur son visage. Les autres élèves sont bien sûr fous de rire, sauf que la directrice choisit ce moment précis pour rendre visite à la classe. Paul est pris en flagrant délit d'insolence et son maître en flagrant délit de grande fatigue. La directrice le secoue sans réussir à le réveiller. Les élèves, y compris Paul, auraient pu s'inquiéter de l'avoir tué s'ils n'avaient pas entendu le ronflement sonore poussé en rythme saccadé. « Sortez les enfants, dit la directrice. « Sauve-toi » cria-t-elle à Paul. « Ne bouge pas. Tu veilles sur le maître et tu viens m'avertir dès qu'il se réveille. » Paul s'assoit en face de lui en le fixant. Il n'est pas mal avec une moustache. Cela pourrait faire changer sa personnalité, pense-t-il tout en réfléchissant à d'autres tours à tenter. Il commence par mettre à l'envers tout ce qui se trouve dans le bureau du maître. Le verre qui contient les crayons et les stylos, l'ordre des copies portant soigneusement organisées, puis il échange les cartables de tout le monde, celui de Sarah chez Clara et celui de Clara chez Juliette. Cette œuvre donne à Paul un sentiment de satisfaction. Le maître se réveille par son propre ronflement, un genre de tremblement de terre. « Où est tout le monde ? Vous dormiez, maître, et la directrice a envoyé la classe dans la cour. Elle m'a demandé de l'avertir quand vous seriez réveillé. Je ne comprends pas. Va dans la cour avec les autres pendant que je me range chez la directrice. » Ses camarades de classe encerclent Paul. « Comment as-tu fait ?» Il explique son exploit et reçoit des félicitations unanimes. Puis le maître vient les chercher dans la cour avec sa moustache indélébile. Malgré son allure comique et endormi, il se tient droit et proclame « Il est interdit de parler à Paul, vous avez compris ? Personne ne lui adresse la parole pendant 1 semaine. » La journée passe. Paul se sent subitement isolé. Sarah, Clara, Juliette et les autres découvrent son dernier tour de magie avec le cartable. Sacré Paul. Le lendemain, mardi, tous les élèves restent aussi loin que possible de Paul. Il en souffre car il aime être avec ses amis. Mercredi, Sarah est de plus en plus embarrassée. Elle est gênée. Elle est obligée d'obéir au maître, mais elle ne pense pas que Paul mérite d'être traité comme un pestiféré. Il a toujours été gentil avec elle, malgré ses tours de farceur. Souvent, il la fait rire. La punition du maître est injuste à ses yeux. Jeudi, Sarah décide d'aller voir Paul, isolé, dans la cour. Elle ne lui parle pas, mais le regarde droit dans les yeux en lui faisant un grand sourire. Chacun à tour de rôle fait la même chose, puis Sarah écrit une lettre à Paul. Le maître leur a interdit de lui parler,
mais pas de lui écrire. Voyant la mine réjouie de Paul, toute la classe fait la même chose. Le maître, observant le manège, interdit à tous les élèves de lui écrire une façon muette de parler, hurle-t-il. Vendredi, Sarah entre dans la cour en soutirant et en tenant la main de Paul. Ce n'est pas interdit de le toucher. Lundi, l'interdiction est levée. Ouf. La honte d'Edmond. Honte, non féminin. Sentiment très désagréable d'être humilié ou ridiculisé devant les autres. Tout le monde sait que la famille d'Edmond n'a pas beaucoup d'argent. Mais celui que le sait le mieux, c'est Edmond lui-même. On a beau lui répéter à longueur de temps, l'argent ne fait pas le bonheur, il n'est pas du même avis. En CP, sa pauvreté ne se voyait pas trop, même si ses camarades de classe avaient de grandes marques affichées sur leurs vêtements. Edmond paraissait comme tout le monde. Il était toujours propre, ordonné et bien comme il fallait. C'est vrai qu'il portait le même pantalon bleu toute l'année, mais cela ne se remarquait pas. Les choses se sont gâtées en CE1 quand il est arrivé à la rentrée avec ce même pantalon allongé par une bande de tissu blanc pour couvrir les chevilles. Il aurait été une fille, cette bande l'aurait moins choqué ou même aurait lancé une mode. Mais pour Edmond, ce fut la fin du monde. Cela ne l'a pas empêché de faire son travail, d'être bon élève, mais cette petite bande blanche l'a écarté des autres. C'était juste trop bizarre. La situation s'est aggravée en CE2 car la bande blanche a été rejointe par une bande rouge, bleu, blanc, rouge, parfois pour un 14 juillet, mais pour 3 septembre, c'était assez étonnant. Les jambes d'Edmond étaient tellement flageolantes que le pantalon aurait mieux fait d'être en bois pour le tenir. La plupart des enfants s'amusaient à se moquer, non pas d'Edmond, mais de son pantalon qui le sert aussi pour la gym, où il excelle autant que dans le reste. Les enfants se moquent même si cet unique pantalon ne lui sert pas également de pyjama. En CM1, Edmond est devenu là, et de nouveau là, avec une troisième bande de couleur, une rose cette fois-ci, une solution au problème. Edmond devrait s'arrêter de grandir. Mais son corps n'obéit pas. D'année en année, Edmond grandit de quelques centimètres du tissu bleu, blanc, rouge, rose, et lui aussi rougit. Il ne regarde plus les gens en face, souvent il a envie de disparaître. Chloé, qui s'assoit toujours à côté de Edmond, a tellement de peine pour lui qu'elle n'arrive pas à lui parler. Il est le meilleur voisin possible, il lui prête sa gomme et ses stylos, et tout ce qui lui manque quand elle oublie. Mais elle ne voit en lui, que ce pantalon de plus en plus baraillé. Elle ne sait pas quoi faire pour lui. Il est serviable, mais ne lui adresse jamais la parole, ni à elle, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Elle est en colère contre la mère d'Edmond. Elle pourrait lui acheter un nouveau pantalon quand même, en faisant des économies sur d'autres choses. Pourquoi ne le fait-elle pas? Le CM2 prépare le marathon de toutes les écoles de la ville. Quelques CM1 peuvent y participer. On invite les meilleurs coureurs, dont Edmond, avec ses longues jambes. Il aura le numéro 213. Il fabrique lui-même son dossard et enfilé sur son t-shirt. La course du marathon fait un véritable circuit autour de la ville. Chloé espère, tant qu'Edmond gagne, qu'elle ne respire presque plus. Et elle espère surtout qu'il aura un autre pantalon pour courir. Le samedi matin, tous les supporters sont au départ de la course. Chloé est déçue qu'Edmond, le 213, ait le même pantalon de malheur. Puis lui ne pense pas du tout à son pantalon, mais à sa respiration, à ses bas de course réguliers, au ciel et à la terre, rien du tout. Il court, il dépasse les autres, il pense un peu à Chloé aussi, il l'a vu au départ. Il pense également au prix du marathon, 100 €. Ça mettrait du beurre dans les épinards. Il a pris de l'avance sur tous les autres coureurs. Son pantalon lui donne des ailes, comme si les bandes de couleur couraient avec lui,
poussée par le vent, encouragée par les sourires le long de la route. Chloé, postée près de la ligne d'arrivée, voit Edmond débouler en premier. Sa première pensée va au nouveau pantalon qu'il pourra acheter avec les 100 €. Dans le journal local, il y a un coureur bariolé vole au-dessus des autres, avec une photo d'Edmond recevant le chèque. Le lundi matin, Edmond a toujours son bon vieux vêtement, son pantalon de change, un pantalon qui grandit avec lui, et personne n'y fait plus attention. Un jour, ce pantalon sera dans un musée. La colère de Bérengère. Colère non féminin. Réaction très violente et mécontente. Elles adorent ça, les sœurs Bérengère. Elles la provoquent pour savourer la montée de sa furie. Elles savent très bien s'y prendre. Il suffit de prononcer un nom magique et Bérengère devient un monstre sanguinaire, capable de les attaquer jusqu'au sang. Petite crotte de nez, elles l'ont dit, elles ont osé. Bérengère voit rouge et se transforme en taureau blessé. Elle n'est plus la fille sage et studieuse, la meilleure de la classe, la première à débarrasser la table et à faire son lit, le chouchou de sa mère. Et elle est un oiseau de proie, un rapace, un fauve tout gros dehors. Et ses sœurs la poussent, la tirent, l'inflammant en répétant ces 4 mots: petite crotte de nez, petite crotte de nez, petite crotte de nez, jusqu'à ce que Bérengère aiguise ses ongles et griffes l'avant-bras de la première venue. Elle n'est plus un être humain, elle devient une ogresse écarlate, sauvage, son cerveau incontrôlable. Ses sœurs sont ses aînées, elles devraient être moins stupides. Mais c'est leur sport préféré, faire sortir la cadette de ses gonds, la voir monter comme le lait bouilli. Bon, elles n'ont pas assez griffé encore. Elles recommencent. Petite crotte de nez, petite crotte de nez, petite crotte de nez. Bérengère déchire leur peau en lambeaux, les égratigne, les lacère, les disjecte. Vampire. Elles boiraient leur sang. Encore un peu, elle va les mains. Petite crotte de nez. Elle ne se fatigue pas. Bérengère, si. Elle ne pense à rien d'autre qu'à les anéantir. C'est la guerre et ses sœurs sont l'ennemi. Mortelles. Pourtant, elles ont eu le même parent, viennent du ventre de la même mère. Elles devraient logiquement être les meilleures amies du monde. Le mot sœur ne rime pas avec cœur. Bérengère n'a plus de cœur, ou bien celui-ci est en pierre, ou bien en plomb. Elle aimerait les voir disparaître, s'évanouir ou s'évaporer dans la nature. Si Bérengère avait un couteau à la place des ongles, elle le leur planterait en plein cœur. Ses sœurs reprennent leur torture en frottant leur index et leur pouce devant son nez et en chantant « Petite crotte de nez, petite crotte de nez ». Bérengère leur arracherait les yeux et les cheveux, leur grognerait sur le nez. Si ses chères sœurs n'avaient pas subitement le bon sens de hurler « Maman !» Leur mère a l'habitude de voir de tels combats entre ses filles fumeuses. Mais si le sang et les pleurs la déroutent un peu, elle jette un coup d'œil sur ses filles et dit calmement « Allez, tuez-vous » et elle s'en va. « Mais maman, regarde ce qu'elle nous a fait, Bérengère !»« Vous méritez toutes les 3, laissez-moi tranquille, répond leur mère. La bataille s'arrête net. Elle se regarde sans savoir quoi dire. Bérengère est pâle, vidée, brisée, rompue. Ses sœurs achevées, saignantes en respirant un coup rapide, elle ne se rappelle même plus l'origine de cette folie furieuse. Voilà, c'est ça, elles sont folles. Bérengère nettoie et pense les blessures de ses sœurs endorées. Elle se change, elle se coiffe. Ses sœurs aînées qui, riches, grâce à ses exploits de babysitter, s'exclament « Je vous offre un banana split !» Et elles sortent toutes les 3, bras dessus, bras dessous. Fin.